Vous êtes nombreux à nous suivre, madame, messieurs. Bienvenue à tous sur Congo 26 Télévision dans ce grand magazine de débat contradictoire sur votre chaîne. Vous le savez certainement, les débats autour de la révision ou du changement de la Constitution alimentent les salons politiques en RDC. Aujourd'hui, nous en parlons avec mes invités. Changement ou révision de la Constitution en RDC, est-ce une nécessité, une urgence ou simplement une opportunité politique pour ceux qui sont aujourd'hui aux affaires? Alors, pour aborder ce sujet, j'ai avec moi sur ce plateau deux invités. Une particularité, ils sont tous avocats. Ils vont essayer d'épiloguer sur la question, bien que peut-être pas constitutionnalistes, mais ce sont des avocats, ce sera un débat technique. Et nous plaidons également pour un débat républicain. Alors, à ma droite, il y a maître Oscar Moudiaï, avocat au barreau de Lille. Vous défendez la famille du président de la République, donc on peut vous identifier comme étant de la majorité au pouvoir. Bienvenue, maître Oscar. Merci beaucoup. Je ne savais pas que je défendais la famille présidentielle, ça c'est vous qui l'élite. Et puis, les clients que l'on défend relèvent du secret. Les clients que l'on défend, ça relève du secret professionnel et donc je ne suis pas appelé à parler de mes clients ici. On ne parle pas des débats en termes de défense, en termes d'avocats. Vous m'informez que je défendrai la famille présidentielle, c'est vous qui le dites, mais je crois que ce n'est pas le débat ici. Oui. Je suis heureux de répondre à votre invitation pour éclairer notre opinion. Je pense que c'est ce qui me paraît essentiel. Merci, merci beaucoup. Alors, ici, il n'y a pas d'ambiguïté. À ma gauche, il s'agit de maître Nicolas Lenga, maître Nicolas Daniel Lenga, cadre d'envol, parti cher à l'honorable Déli Sessanga. Bienvenue. Merci de l'invitation. C'est toujours une joie et un honneur de me prêter à cet exercice lorsque vous m'appelez pour cogiter et éclairer l'opinion congolaise et même l'opinion internationale sur les vraies questions et les questions essentielles de notre pays. Alors, on va tout de suite mettre le pied dans le plat pour ne pas perdre le temps, aborder le débat dans le fond. Mais j'aimerais qu'on puisse lever certaines équivoques avant de nous plonger dans le débat. Moi, personnellement, je vous ai reçu, maître Nicolas Lenga, sur un plateau de télévision pour la première fois il y a presque 10 ans. Vous êtes sur la scène politique il y a bien longtemps. Donc, vous n'êtes pas un novice, vous connaissez les milieux politiques. Vous avez été acteur d'une manière ou d'une autre des différents changements, grands changements dans ce pays. Alors, il y a un débat aujourd'hui dans les réseaux sociaux, dans les salons politiques, c'est sur les lieux et les acteurs qui ont concouru à la rédaction de notre Constitution. Nous aimerions lever un équivoque. Est-ce que vous pouvez nous dire où a été rédigée notre Constitution et qui en sont les acteurs, si pas tous, quelques-uns, et quel est l'impact du lieu de la rédaction et des acteurs qui ont constitué à cette rédaction sur la vie ou le fonctionnement ou l'appropriation de cette Constitution par un peuple ou par le peuple congolais? D'abord, il faudrait rappeler ici que la Constitution est le symbole de l'unité nationale. La Constitution, c'est ça, le pacte républicain. C'est le socle d'une nation. C'est ce ciment qui nous lie tous. Les 450 tribus sont liées et se reconnaissent mutuellement faisant partie d'une nation grâce et à cause de la Constitution. Et donc ce n'est pas un fait d'une tribu ou d'une localité ou d'un groupe d'individus. C'est le symbole du pacte républicain. Alors, où est-ce que cette constitution a été rédigée? À Kisangani. C'est clair, ce n'est pas un secret. Qui en sont les rédacteurs? Je n'ai pas la liste exhaustive. Le prof Essambo est l'un des rédacteurs. Le prof Banyakou est l'un des rédacteurs. On peut étaler la liste. On parle du professeur Évariste Bochab également ou d'autres acteurs. On pourrait étaler la liste. J'en profite pour ici mettre au défi quiconque prétend que cette constitution a été rédigée par des étrangers d'apporter la preuve de l'identité de tous ces étrangers qui ont participé à la confection de cette
constitution. Sinon, ce n'est que mensonge, expression malhonnête d'un vouloir de tripatouillage et pour s'éterniser au pouvoir pour le plaisir. Cette constitution n'a jamais été rédigée par les étrangers. Et quand bien même elle serait rédigée par les étrangers, tout comme la Bible, hein, vous savez qu'elle est rédigée par les étrangers, et nous y croyons, nous plaçons notre foi sur la Bible ou sur le Coran. L'une ou l'autre n'a pas été confectionnée par les Congolais. Dès lors que cette constitution est passée au tamis populaire, c'est-à-dire au référendum, et qu'il a été voté par la nation congolaise, c'est notre propriété. Tout à fait comme la République démocratique du Congo, qui a été créée par le blanc. Le Congo n'existait pas en tant que pays. C'est l'œuvre de l'étranger. Dès lors que ceci a été créé et que nous avons récupéré notre indépendance, c'est une propriété congolaise. Lorsque le père Tempels dresse le répertoire des 450 tribus congolaises, les Congolais qui disent que la Constitution est faite par les étrangers, nous devons la rejeter. Devrait rejeter ce répertoire du père Tempels. C'est un étranger. C'est lui qui nous a dit que nous avons 450 tribus. Il faudrait que nous-mêmes, alors, dans ce cas, fassions notre répertoire pour dire non, c'est de la bassesse et c'est tout à fait malhonnête et très dangereux d'amener le pays dans ce sens-là. Alors, je veux vous relancer, hein. Je veux vous relancer toujours dans la logique de pouvoir lever des équivoques. C'est dans votre temps d'antenne. On parle aujourd'hui d'une constitution des belligérants. Alors, d'une constitution des belligérants qui, à l'époque, auraient mis en place cette constitution pour préserver leurs intérêts personnels. À cette question, que répondez-vous? Vous voyez, vous m'arrachez un sourire. Mais c'est terriblement faux. Tantôt, ce sont les étrangers qui ont confectionné. Tantôt, c'est des belligérants. Donc, ces étrangers sont des belligérants. Mais il ne faut pas insulter l'intelligence congolaise. Ceux qui sont allés à Sun City, vous les connaissez? Monsieur Etienne Tshisekedi a fait partie de ceux qui étaient à Sun City. Donc, il fait partie de ces belligérants. À un moment, il faut stopper. Dès lors que la Constitution a été passée au référendum et que la population congolaise, le peuple congolais, s'en est approprié, c'est la Constitution du pays. Après, elle n'est pas parfaite. Elle est perfectible comme toute autre œuvre. Mais de là à jeter l'anathème sur la Constitution, au simple motif qu'on veut s'agripper au pouvoir ad vitam aeternam, nous disons non. Alors ça, c'est vous qui le dites. 5 minutes pour vous. Maître Oscar, vous aurez pratiquement le même temps d'antenne. Vous aurez certainement peut-être besoin de réagir ou revenir sur ce qu'a dit votre contradicteur tout à l'heure. Mais permettez-moi de vous poser directement cette question qui va nous lancer dans le débat. Le président de la République, Aki Sangani, a dit clairement que cette constitution ne répondait pas aux besoins sociopolitiques actuels de la République démocratique du Congo et n'était pas adaptée aux besoins sociopolitiques actuels de la République démocratique du Congo. Nous aimerions savoir, aujourd'hui, quels sont ces besoins, je ne sais pas, de manière exhaustive ou pas, actuels, qui ne s'adaptent pas à la Constitution et qui nécessitent le changement de celle-ci. Écoutez, merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, nous ne pouvons pas laisser passer ce que notre co-débatteur vient de débiter sur allez-y, allez-y, vous avez 5 minutes. Oui. D'abord, je crois que ceux qui affirment des choses, il ne faut pas dire qu'ils affirment des bassesses. C'est quand on essaye de travertir la vérité que là, on tombe dans la bassesse. Et quand on affirme des choses qui ne répondent pas sur l'objectivité, c'est justement là, malheureusement, que l'on tombe dans la bassesse. Donc, première chose, ça serait vraiment inadmissible, et je ne peux pas laisser passer ça, que l'on dise que le Congo, c'est l'œuvre des Occidentaux. Le Congo, c'est notre territoire. Le Congo nous appartient. Je ne sais pas qu'est-ce que mon confrère enseigne à ses enfants
pour dire finalement que le Congo est l'œuvre de Belges. Non, ça c'est vraiment une négation de notre poids ontologique, ça voudrait dire de notre poids d'homme en tant qu'homme. Chaque homme est attaché à un territoire. Maintenant que la conférence de Berlin connaît partager l'Afrique, aucun Africain n'est d'accord avec ça. Ce n'est pas le Berlin qui crée l'Afrique, mais il nous impose de frontières. D'aucuns diront que le Congo fut la propriété privée du roi belge, n'est-ce pas, sans appartenance dont il fait allusion. Je ne veux pas répondre à sa place, j'ouvre l'ance pour éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent. Ça fait partie des raisons pour lesquelles nous devons changer la Constitution. C'est ce que vous venez d'affirmer. Et donc, première chose, on écarte cette affirmation qui ne repose sur aucune base scientifique, selon laquelle le Congo serait l'œuvre aux créations des Occidentaux. Il ne faut pas confondre le partage de l'Afrique avec notre appartenance territoriale. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, dire que la Constitution actuelle n'aurait pas été l'œuvre de belligérants, ça serait encore une fausse, enfin une négation. Alors vous affirmez que la Constitution actuelle est l'œuvre de belligérants? Je l'affirme et je le prouve. Allez-y. Bon, très bien. Déjà, j'en profite pour ouvrir la parenthèse parce que vous avez dit que nous sommes avocats, ben, peut-être pas constitutionnalistes. Non, moi je n'entre pas dans ce débat. Moi je suis publiciste pur sang. Donc ça voudrait dire que la Constitution ne fait que une parenthèse dans ce que j'ai étudié sur les droits publics. Merci pour la précision. Et donc la Constitution, ça ne fait qu'une partie. Alors, dire que ce n'est pas l'œuvre des belligérants, cela est faux. Alors, pour démontrer que ça ne serait pas l'œuvre des belligérants, mon co-débatteur vous cite quelques rédacteurs de cette Constitution. Mais ces rédacteurs-là eux-mêmes ont reconnu qu'ils n'étaient pas seuls, qu'ils étaient associés avec les étrangers. Première considération. Et deuxième considération, quand on dit que c'est une constitution des belligérants, ce n'est pas parce qu'elle a été rédigée de la main des Congolais. Déjà, on a dit que ce n'est pas uniquement par les Congolais. Mais on ne voit pas ce que les étrangers venaient faire pour nous. Bon, donc, ils vont vous dire, mais écoutez, on peut faire, avec raison, qu'on peut faire rédiger par un cabinet d'experts. Bon, ça, c'est le vrai problème de pourquoi nous devons encore changer notre constitution. Parce qu'on doit révolutionner nos mentalités. Si 60 ans après, nous avons encore des experts venus d'ailleurs, ça nous pose problème. Moi, quand j'ai finissé mon master à Paris 5, en 2007, se posait la question de constitution à rédiger pour ce que l'on appelle les pays nouvellement entrés dans l'Europe. Et on nous dira, bon, on n'était que deux noirs dans la classe, donc les professeurs s'adressaient bien évidemment à leurs enfants. Et qu'est-ce que les profs disaient? Vaut mieux que vous puissiez partir dans ces pays-là, où on a encore besoin d'experts pour rédiger pour eux les constitutions clés à la main. Mais nous, 64 ans après, nous ne pouvons pas accepter une constitution rédigée clé à la main. On n'a fait que du mimétisme, mais on n'a fait qu'imiter. Donc, on écarte cela pour dire que les étrangers n'ont rien à voir dans les bureaux des rédactions de ce qui nous est comme pacte social. Ce qui est pour les Congolais, par les Congolais. Aucun étranger ne peut fouiner son nez là. Aujourd'hui, on ne verra aucun Congolais appelé en France pour participer à la rédaction de la Constitution de la 6e République. Alors, revenons un peu à ma question. Je vais y arriver. Oui, le temps de vous relancer. Je comprends que vous rencontrez le moyen de votre contradicteur. Le président de la République estime que la Constitution actuelle contient plusieurs irrégularités. Et elle n'est pas adaptée aux besoins sociopolitiques du Congolais. Alors, parlez-nous de ces irrégularités qui justifieraient... J'étais en train de finir pour rencontrer mon confrère et mon co-débatteur. C'est encore vraiment suffisamment erroné
de dire que la Constitution est le symbole de l'unité nationale, mais non. Je ne sais pas d'où on tire ça, de quel texte. On est ici appelé comme juriste, et les juristes parlent en termes de texte. Quand vous prenez l'article 69 de la Constitution, seul le président de la République est le symbole de l'unité. Mais un texte n'est pas un symbole de l'unité. Donc, une fois qu'on a écarté tous ces éléments qui ne reposent sur aucune vérité scientifique... Oui, vous êtes à 5 minutes. Je tiens à le rappeler pour ceux qui nous suivent. Je vais vous ajouter 2 minutes voilà. pour répondre à ma question et votre contradicteur aura le même temps de parole. Question d'équité. Je préfère même prendre 1 minute. Et comme ça, je garderai mon temps de parole. Allez-y. Dans 1 minute, moi, je suis pour le changement de la Constitution. Je ne sais pas, mon confrère est pour changement ou révision. À partir de là, le cadre du débat change. Quand le président de la République dit qu'il faut changer cette Constitution ou la réviser, il a pleinement raison. Pour 2 raisons essentielles. Allez-y. La première, c'est répondre au testament de nos pères de l'indépendance. Un jour, l'histoire du pays sera écrite non plus ni à New York, ni à Paris, ni à Sand City, mais au Congo. Il est devenu le moment de pouvoir commencer à écrire notre histoire sur notre sol. Maintenant, les confrères tentent de corrompre l'histoire pour dire que la Constitution aurait été rédigée. À Kisangani, c'est faux. La Constitution en elle-même dit comment on a commencé à la rédiger. La ville de Sand City, ce n'est pas une invention du président de la République. Donc, qu'il lise les textes qu'il a. Donc, première raison, c'est répondre au testament de nos pères, de nos pères fondateurs. Si on peut discuter sur les rédacteurs, un débat, à mon avis, inutile. Mais discutons sur les lieux. Et les lieux ont toute son importance. Et les confrères ont cité le père Tempels, qui est un anthropologue belge. Mais ça voudrait dire quoi? Quand les symboles, il a cité les symboles, il faut avoir nos repères. Les repères des Africains, ce sont nos ancêtres, nos pères. Et quand on agit sans recommandation de ses pères, on se perd. Et donc, chaque génération a une mission, l'accomplir ou la trahir. La mission de la génération Tshisekedi Félix, c'est nous sortir de l'ordre ancien. Deuxième argument. Donc, j'ai tiré 2 arguments. D'abord, répondre au testament de nos pères pour que la Constitution, même si on dit qu'elle est merveilleuse, elle ne pêche pas le fait qu'elle n'a pas été rédigée sur notre sol et nous avons besoin de le faire maintenant pour ne pas laisser à nos enfants cette charge. Alors, merci. Deuxième chose, oui, et enfin, oui. c'est l'ordre. Nous devons sortir de l'ordre de l'AFDEL, des belligérants, avec comme mère nourricière Rwanda et Ouganda, d'où sont venus tous les belligérants, y compris l'envol de mon ami, son président. Et vous savez qu'en science, il n'y a pas d'amitié. Et donc, voilà, si on veut changer l'ordre, on change la Constitution. Mais si on veut rester dans l'ordre, on la révise. Merci. Donc, 2 raisons, changement de l'ordre et changement des lieux. Alors, merci beaucoup, merci. Vous avez eu 7 minutes de temps d'antenne, votre contradicteur en aura autant. Maître Nicolas Daniel Lenga, vous avez suivi avec religieusement votre contradicteur qui a évoqué 2 raisons majeures qui militeraient pour le changement de la Constitution aujourd'hui. Il a parlé du changement de l'ordre et changement des lieux. Alors, je vais vous laisser répondre, rencontrer ces moyens et je vous relancerai au fur et à mesure. Il faudrait noter que M. Félix Tshisekedi a prêté serment par 2 fois sur la Constitution et a juré de la respecter. C'est factuel. J'y reviendrai. La République démocratique du Congo, en tant que pays, est l'œuvre des Blancs. Ici, le confrère, il m'a demandé ce que j'enseignais à mes enfants. Je lui rétorque la même question. Lorsqu'il confond un territoire et un pays, c'est 2 notions différentes. Il est censé le savoir, il est avocat. La République démocratique du Congo en tant que pays est l'œuvre des étrangers. C'est un axiome. C'est factuel. Il n'y a pas à tergiverser. Le confrère est incapable de nous dire
Quels sont les étrangers qui ont participé à la Constitution? Incapables. Mais il répète, à qui veut l'entendre, que c'est l'œuvre des étrangers. Donc il traiterait les 3 professeurs là qui se sont exprimés des étrangers. Au sein du Parlement congolais, il y a des députés qui ont 2 nationalités, peut-être même 3. Et nous savons tous que la nationalité congolaise est une exclusive. Bon, pourquoi il faudrait pouvoir évoluer, oui. On connaît l'histoire du fameux moratoire sous Vital Kamerhe lors de sa présidence pour la première fois. Ce n'est pas un secret. Pourquoi lui ne rejette pas toutes les lois produites par cette Assemblée nationale? Parce que c'est l'œuvre des étrangers. C'est ça la bassesse. Alors, je répète ici que la Constitution a été confectionnée à Kisangani, pas ailleurs, à Kisangani. Maintenant, changement... Et oui, la place pour Sun City, il faudrait pas passer ça sous silence. Hein. Votre contradicteur a mentionné clairement Sun City et il a dit tout à l'heure que la Constitution elle-même en parlait. Non. Il faut avoir suffisamment d'honnêteté pour dire qu'est-ce qui a été fait comme allusion sur Sun City. La Constitution ne dit pas que cette Constitution a été rédigée à Sun City. La Constitution ne le dit pas. Qu'est-ce qu'il faut pour ceux qui nous suivent? C'est à la demande de qu'incombe. Il a cité Sun City, il va nous dire ce que la Constitution dit sur Sun City. Je ne vais pas m'y attarder. C'est aussi malhonnête de dire que la question de qui a rédigé la Constitution, c'est un faux débat, on peut passer à autre chose. Mais c'est eux qui disent que c'est une Constitution faite par les étrangers. Ils ont la responsabilité d'en apporter la preuve. Donc ce n'est pas un faux débat. Ils doivent nous citer les noms de ces étrangers qui ont participé à la confection de cette Constitution. Sinon, ils devront dire que c'était un mensonge. Maintenant, pourquoi on ne doit pas changer la Constitution? Envol est clair sur la question. Quand est-ce qu'on change une Constitution? Ici, j'aimerais apporter comme rappel à l'opinion que la Constitution des États-Unis date de 1787. Oui. Celle de la France de 1958, la dernière Constitution. Celle de la Belgique, la dernière, c'est en 1993. Celle du Rwanda en 2003, du Sénégal en 2001, de l'Afrique du Sud en 1996. Mais toutes ces constitutions ont connu de révision. J'y arrive, ne vous en faites pas. Donc, pour changer une constitution, il faut changer l'ordre politique. Nous avions eu la première constitution au Congo en 1960 à l'indépendance. La classe politique s'était consacrée 4 ans pour faire sa constitution. Et donc, à 1964, nous avons eu la constitution dite de Lulwabou. L'ordre politique avait changé. Nous avons quitté sous le joug de la colonisation. Nous sommes devenus un pays indépendant. L'ordre politique a changé et donc, on a une constitution qui change. En 1967, Mobutu fait son coup d'État. L'ordre politique change parce que nous entrons dans une dictature. Il se fait confectionner une constitution dite révolutionnaire. Étienne Tshisekedi Liaou faisait partie de ceux-là qui ont cimenté la dictature de Mobutu par cette constitution. Cette constitution de 67 a connu plusieurs révisions. En 1990, nous accédons à la démocratie. L'ordre politique change. Nous devons donc changer de constitution. La conférence nationale souveraine confectionne un projet de constitution. Malheureusement, Mobutu dribble la classe politique, se maintient au pouvoir jusqu'en 1997. Donc ce projet de la conférence nationale souveraine n'a pas abouti. En 1997, Laurent Désiré Kabila entre, change l'ordre politique. Il amène son texte de 4 articles, donc il impose une constitution. En 2003,
Évidemment, vous savez que M. Laurent-Désiré Kabila a été assassiné. Et donc, en 2003, nous confectionnons une constitution de transition, puisque le pays était entré dans une transition, un nouvel ordre politique. Donc. Après Sun City, les Congolais se réconcilient. En 2005, nous revenons à l'ordre politique, démocratique, institutionnel. Et nous confectionnons la constitution de 2005 qui a été promulguée en 2006. Depuis 2006 jusqu'à nos jours, nous sommes sous l'ordre politique, démocratique, institutionnel. Alors, merci, Maître Nicolas Lenga. Permettez-moi de vous relancer. Oui. Permettez-moi de vous relancer. Merci pour ces rappels historiques. Mais aujourd'hui, la grande question est celle de savoir. Oui ou non, je ne dirais pas oui ou non, parce que vous allez argumenter, est-ce que la Constitution congolaise aujourd'hui prévoit des mécanismes pour son changement ou sa révision? Et est-ce que le président de la République est parmi ceux qui doivent prendre l'initiative de cette révision ou de ces changements? Non. La Constitution de la République démocratique du Congo ne prévoit pas son changement. Parce que ce n'est pas une constitution suicidaire. Elle prévoit par contre sa révision et les mécanismes pour ce faire. Le président de la République peut prendre l'initiative de la révision. Le gouvernement peut prendre l'initiative de la révision. L'Assemblée nationale peut prendre l'initiative. Ou 100 000 Congolais réunis dans une pétition qu'ils ont signée peuvent prendre l'initiative d'une révision. Vous savez qu'Envol, mon parti, est initiateur d'une proposition de loi portant révision de cette constitution. Oui. Voilà. Donc, la révision constitutionnelle est constitutionnelle. Ce n'est pas ça le problème. Donc, vous vous opposez au changement de la Constitution? Nous nous opposons au changement. Nous nous opposons à la révision maintenant. Et je m'explique. Oui. Dans toute action politique, il faut poser le diagnostic de l'opportunité de ce que l'on fait. Révision constitutionnelle, c'est constitutionnel, mais en ce moment, c'est inopportun. Il y a inopportunité de fond et inopportunité de forme. Inopportunité de forme parce que l'article 219 interdit tout mouvement de la Constitution sous l'état de siège. Inopportunité de fond parce que aucune disposition constitutionnelle empêche à M. Félix Tshisekedi de donner de l'eau potable aux Congolais, de l'électricité, des bonnes routes, des hôpitaux, des écoles, les infrastructures qu'il faut. Il n'y a aucune disposition qui l'en empêche. Donc, la priorité et l'essentiel, c'est la vie sociale des Congolais. Compte tenu de ces deux tableaux, il y a une opportunité de fond et une opportunité de forme. Merci beaucoup. 8 minutes, exactement. Je vous ai senti impatient. Non, nous sommes démocrates. Je pense qu'à ce niveau, le débat est fixé. Vous avez plaidé pour le changement de la Constitution. Votre contradicteur a estimé tout à l'heure que la Constitution congolaise n'est pas suicidaire, bien qu'il ait reconnu au président de la République le pouvoir de prendre l'initiative ensemble avec le Parlement, le gouvernement ou encore 100 000 Congolais qui s'est réunis. Alors, vous parlez du changement de la Constitution. Sur quelle base? Mais très bien, sur base juridique. Bon, je préfère déjà, avant de revenir... Oui, vous avez 8 minutes. Je reviendrai vers la fin sur ce que les confrères sont en train de dire. Oui. Parce que je ne laisserai passer rien ici qui ne soit scientifique. Le débat est scientifique. Et, donc, à la fois pédagogique, pour ceux qui nous suivent. Oui, mais c'est ça. Ce qui est, vous avez raison. Bon, très bien. C'est pour ça que j'ai dit scientifique. Ce qui est scientifique et pédagogique. Merci. Alors, déjà, mon confrère, mon co-débatteur ne m'a pas rencontré. Sur des raisons profondes. Parce que moi, je n'entre pas dans les débats qui n'avancent pas le pays ou qui devient académique, où on va se dire on est grand professeur, on est ceci, on est cela. Non. La question fondamentale pour Maître Moubiaï, pour le changement de la Constitution, c'est que, et il est là reconnu,
il a retracé l'histoire et tout le monde va vous répéter la même histoire comme les corbeaux et les renards qui est bien connue de nous tous. Et il en est arrivé au niveau de l'ordre d'Afdel. L'ordre politique. Il faudrait... L'ordre politique oui. d'Afdel. Oui, mais j'aimerais préciser, pour bien regarder le débat, c'est aussi ça mon rôle. Oui. Il a cité les différents changements de la Constitution depuis Kasavubu Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Les changements constitutionnels étaient influencés par le changement de l'ordre politique. Oui. Et après l'AFDEL, nous sommes aujourd'hui dans un ordre politique issu de cette Constitution de 2005, promulguée en 2006. Oui. Qui nous conduit aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé qui justifierait le changement de la l'ordre politique a changé? L'ordre de la Constitution de 2006, du 18 février 2006, c'est l'ordre de l'AFDEL. Non, mais puisqu'il n'y a pas eu que l'AFDEL, il a mentionné tout à l'heure, il y a eu consensus autour des acteurs politiques. Bon, évoluer. C'est quoi l'AFDEL? Et je vous définis d'abord ce que c'est l'AFDEL. C'est un conglomérat d'aventuriers qui se sont retrouvés dans des différentes rébellions et qui se sont enfin retrouvés à Sand City, soi-disant pour se réconcilier, alors que les Congolais n'ont jamais été divisés. Non, mais attendez, nous avons dit tout à l'heure que ce débat a un caractère pédagogique. Oui. Il faudrait l'orienter pour aider ceux qui nous suivent. Oui. À Sand City, il ne s'agissait pas que de l'AFDEL. L'AFDEL était une composante. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Non, l'AFDEL n'était pas une composante. Pour ne pas mener un débat politique, maître, non, mener un débat scientifique et historique, mais souffrez, il faudrait, oui, si j'aimerais préciser simplement, bon, je ne suis pas votre co-débatteur, j'aimerais simplement recadrer pour permettre à ceux qui nous suivent d'être fixés par rapport au débat que nous faisons. Les droits constitutionnels est un droit essentiellement politique. Oui. Et c'est quoi la Constitution? La Constitution encadre les jeux politiques. D'accord? Et si on n'a pas compris la politique, on ne comprend pas la Constitution. Et quand moi je parle de l'AFDEL, je ne définis pas l'AFDEL comme le commun des mortels. Okay. Pour nos enfants. Oui, cette précision est importante. Qu'on comprenne qu'un jour, deux pays agresseurs se sont mis ensemble avec les multinationales, donc les Occidentaux, précisément l'Amérique sous Bill Clinton. Ils se sont décidés d'envahir le Congo. Et pour envahir le Congo de manière masquée, il a fallu utiliser les marionnettes qui se sont retrouvées dans beaucoup de mouvements rebelles créés par l'Occident. Avec comme enfant prodigue du cœur le Rwanda précisément. Et les Ouganda. Ce qui entraîne que tous ces mouvements rebelles répondaient sous les ordres soit du Rwanda, soit de l'Ouganda, dont son chef lui-même de l'envol. Il faut qu'on se dise la vérité en face. Ça sont les enfants nourris aux mamelles de Rwandais. Bon, après, il ne faudrait pas personnaliser les débats. D'une part, non, moi je ne personnalise pas, je fixe les choses. Parce que les politiciens vont venir vous dire les mêmes histoires qu'ils ont dit avant. D'une part. Et d'autre part, ça sont les Rwandais qui sont partis. Et les Ougandais qui sont allés faire le mouvement rebelle comme des Nanga aujourd'hui. Maintenant, il y a ceux qui ont eu le pouvoir parce qu'ils sont disputés leur gâteau de partage du pouvoir. Ceux qui sont restés, c'est Kabila fils. Après avoir, les régimes a fait ce qu'on appelle la révolution du palais. Ils se sont tués, ils ont tué Kabila. Et Kabila fils est resté. Donc, quand on dit l'AFDEL, vous avez les enfants comme les enfants d'un même père qui se sont disputés l'héritage en l'espèce du Congo. Les plus forts est resté au Congo avec la capitale et d'autres sont allés prendre des portions. Donc, l'ordre politique a changé à l'avènement de Félix Tshisekedi. L'ordre politique à l'avènement de Félix Tshisekedi doit changer. C'est ça ce que je demande. Parce que l'ordre mis en place par lequel Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il entre dans l'ordre mis en place par la Constitution que l'on appelle la Constitution de 2003. Cette Constitution de 2003, nous sommes dans l'ordre de l'AFDEL, l'ordre des étrangers qui veulent piller d'autres pays. Cet ordre-là ne convient pas. La preuve, l'envol lui-même propose 34 révisions.
Ça veut dire que ça ne va pas. Oui, l'envol est d'accord pour une révision, vous êtes d'accord pour le changement. C'est là où vous distinguez dans le débat. À partir du moment que quand l'envol propose 34, une constitution à moins de 220 articles, 230 peut-être plus, si l'envol en propose 34, et FCC en avait déjà proposé en 2011, de manière anticonstitutionnelle, et Fayoul va en proposer 50. Alors qu'est-ce qui reste de cette constitution? Si elle était bonne. Ça, c'est d'une part. Donc l'ordre qui change, c'est lequel? C'est sortir de l'ordre de l'AFDEL, entrer dans l'ordre de Banamboka, de la souveraineté nationale. Déjà, ça c'est un. Maintenant, la question qui revient récurremment. Oui. Est-ce que la Constitution prévoit le changement? Oui, oui. Mais je ne sais pas, ces pays, toute doctrine confondue, pour ne pas dire tous les professeurs confondus. Je ne comprends pas pourquoi ils se renseignent les hérésies à nos enfants. Une constitution est ce que le confrère appelle suicidaire. C'est qui est un mot sociologique ou un mot qui n'a rien à voir avec le droit. Parce que si on parle de droit pur, une constitution ne peut pas prévoir son changement. C'est ce qu'elle appelle suicidaire. Ça voudrait dire quoi? Il y a deux pouvoirs. On met en place une constitution et la commission qui met en place une constitution, comme leur commission des belligérants, ils ont mis en place une constitution de 2006. Ce pouvoir-là qui s'est retrouvé pour rédiger la constitution, on appelle le pouvoir originel. C'est ce qui est du droit universel, comme 1 plus 1 égale 2. C'est ce qu'il a étudié. S'il a le contraire, il me le dit. On appelle ça le pouvoir originel. Le pouvoir qui met en place une constitution. Oui. Et vous avez maintenant un pouvoir pour la révision de la constitution qu'on appelle le pouvoir dérivé. Et le pouvoir dérivé n'est pas un pouvoir souverain. Donc on lui impose des limites, c'est pour ça qu'on dit un pouvoir limité. Alors que le pouvoir qui met en place la constitution, c'est un pouvoir illimité. Et le pouvoir illimité fixe des limites, c'est comme vous, père, personne ne vous contrôle dans votre famille. Vous êtes le chef de famille. Vous êtes le pouvoir originaire. Mais vous prenez maintenant le règlement familial, vous fixez des limites à vos enfants. Et vous dites à votre fils aîné, le jour où je ne serai pas, si tu entends changer les règlements ici, tu touches à ça, mais à ça, tu ne toucheras pas. C'est ce qu'on appelle la révision. Mais les changements, la Constitution ne peut pas prévoir le changement. Les changements, ça veut dire qu'on bouleverse. Si maintenant, il y a un coup d'État aujourd'hui, on ne sera pas lié à cette Constitution. C'est ça le changement de l'ordre. Maintenant, là où les Chadari que j'ai suivis, je préfère les citer pour que s'il dit le contraire, vous pouvez l'inviter. Il enseigne à nos enfants qu'on ne peut changer, et tous les doctrinaires constitutionnels congolais confondus, ils disent qu'on peut changer la Constitution que quand il s'agit soit des révolutions, soit des coups d'État. Ça, c'est ce qu'on appelle le mode violent du changement. Mais il n'y a pas que le mode violent. Il y a les modes non violents. C'est ce qu'on appelle, je peux le renvoyer à la lecture de Marie Quinn, qui parle de bouleversement du paradigme constitutionnel. Merci. Donc, c'est les changements doux. Et quand on a quitté de la 4e à la 5e République en France, il n'a pas fallu de coup d'État. Même M. François Mitterrand a parlé de coup d'État permanent. Aujourd'hui, la France est en train de quitter de la 5e à la 6e République. Il n'y a pas coup d'État. Donc, pour changer la Constitution, deux choses, j'en ai fini. Oui. Ça ne demande pas nécessairement le coup d'État ni la révolution, parce qu'il y a ce qu'on appelle le mode. Et je crois que son président, qui a étudié en France comme moi, il le sait, et il y a des modes non violents. Donc, on peut changer la Constitution sans passer par le coup d'État. La preuve, la France qu'ils imitent est en train de le faire. Alors, merci, maître Oscar Moubiaï. On passe à la deuxième et dernière partie de notre émission. J'aimerais que nous quittons un peu ces débats techniques, qui est extrêmement technique, parce que vous êtes des spécialistes du droit, ce plateau, pour revenir au débat du peuple aujourd'hui. Oui. Si nous devons parler aujourd'hui de la nécessité, après le président de la République et à son deuxième quinquennat, d'abord qui devra déterminer la fin de son mandat,
Parce que le président de la République, selon cette constitution, a droit à deux mandats, une fois renouvelable. Un mandat, une fois renouvelable. L'opposition vous accuse aujourd'hui, par ce moyen de changement de constitution que vous évoquez, de vouloir éterniser le président de la République au pouvoir. Donc, lui accorder un mandat à vie, premièrement. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le président de la République de rencontrer le besoin socio-économique des Congolais? Parce que le président de la République estime que cette constitution n'est pas adaptée à nos besoins socio-économiques et contient plusieurs irrégularités. Voilà. Le débat aujourd'hui, j'aimerais que vous pensiez sur ça. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le président de la République d'améliorer la situation politique, la situation socio-économique, la situation dans cette constitution qui justifierait aujourd'hui son changement? Dans 2 minutes. Ouais, comme ça, on va faire passer. Bon, très rapidement. Oui. J'ajoute à votre question ce qui empêcherait qu'on mette fin à la guerre de l'Est. Autrement dit, oui. La question par exemple. À 2 volets. La Constitution empêche de mettre fin à la guerre de l'Est. Quel est le rapport oui. entre les changements de la Constitution et les besoins et le besoin socio-économique du peuple? Le peuple a besoin de manger, a besoin de transport, a besoin... Faites-moi confiance, oui. Vous avez déjà compris. Allez-y. Bon, très bien. Commençons par ce volet de la Constitution et le ventre du peuple, oui. Besoins économiques. Très bien. Quand vous prenez les chiffons qui les soutiennent, que moi je ne soutiens pas, que je demande que l'on déchire. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, c'est notre constitution. On en doit un peu d'égard. Mais attention, oui. Je voulais aussi dire aux co-débatteurs et à notre peuple, ce n'est pas parce qu'on change la constitution, n'est-ce pas, qu'on entre dans l'inconstitutionnalité, non. Pas changer la constitution, c'est la réforme. Et un président de la République est élu pour faire des grandes réformes. Comprenez? Oui. Donc ce n'est pas parce qu'on fait des réformes. Changer la constitution, c'est une réforme. Répondez à notre préoccupation. Bon, maintenant, je réponds à votre préoccupation. Comme ça, on va courir rapidement derrière le temps. Nous prenons l'article 90 de cette constitution. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que le programme gouvernemental est élaboré par qui? Pas par le président de la République. Par le gouvernement, en concertation avec le président de la République. Je vous pose une question. S'il n'y a pas de concertation, on fait quoi? Ça, c'est déjà de l'ordre politique pour vous faire voir que si moi je vais entrer dans ce que vous appelez révision, je vais vous montrer du premier article au dernier que c'est une constitution malade, frappée d'une maladie congénitale. C'est comme l'enfant qui est frappé d'une maladie à sa naissance, mortelle. Même si vous allez lui donner des biberons, il va nécessairement mourir. Donc, l'article 90 empêche techniquement le président de la République de rencontrer les besoins du Congo. Qui met en place, je vous ai déjà dit ça. Oui. Deuxièmement, quelle forme de l'État avons-nous? Ils vont vous dire décentralisation. Nous avons des entités décentralisées. Et tantôt, ils vont vous dire nous sommes dans un régime, un régionalisme constitutionnel. J'apporte la nuance tout de suite pour notre peuple. On parle de la décentralisation quand la répartition des compétences n'est pas définie dans la Constitution, mais dans une loi organique. Et on parle de régionalisme quand la répartition des compétences est définie dans la Constitution. Dans notre Constitution, la répartition entre les compétences provinciales et pouvoir central, c'est défini dans la Constitution. Et donc, nous ne sommes pas déjà dans la décentralisation. Bon, du point de vue forme. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne chutais pas là. Ben, vous avez de bonnes choses, mais vous ne laissez pas assez parler. Non, vous avez pris énormément de temps. Il faut que la parole tourne. J'ai fini. Donc, pourquoi il y a ça? Vous comprenez que même un intellectuel est de son niveau, avocat de son État, quand il n'y a pas à manger, il dit que c'est Tshisekedi. Alors que dans la décentralisation, c'est les provinces qui s'occupent du ventre de leur entité décentralisée. Vous comprenez déjà? Donc, ce n'est pas un problème déjà de Tshisekedi. Maintenant, par rapport au pouvoir décentralisé, que vous a dit le président de la République, il vous a dit que nos provinces sont caractérisées par instabilité institutionnelle. Pourquoi? Parce qu'on a mis un régime de type semi-présidentiel ou semi-parlementaire, ça on pourra discuter. On a mis la possibilité que les gouvernements tombent par les gouvernements provinciaux, tombent par des motions de censure et soit par la révocation par le président de la République. Oui. Et donc, nous avons connu quoi? Retour sur expérience.
nous avons connu l'instabilité gouvernementale dans les provinces. Merci. Mais maintenant, quand il n'y a pas de gouvernement permanent, quand est-ce qu'ils vont mettre d'abord un programme? Parce que pour que les gens mangent, il faut qu'il y ait des routes de dessert agricoles. Pour qu'il y ait des routes de dessert agricoles, il faut qu'il y ait un programme du gouvernement provincial. Or, le gouverneur qui doit exécuter ça ne peut pas tenir 2 mois. Merci. Alors, donc vous comprenez que cette instabilité institutionnelle entraîne que le gouvernement provinciaux ne peuvent pas exécuter leur programme. Conséquence, c'est la fin. Merci beaucoup, Maître Oscar. Ça, c'est du point de vue alimentaire, en un mot, du point de vue sécuritaire. Du point de vue sécuritaire, en 30 secondes. Du point de vue sécuritaire, ils ont mis un truc bizarre dans la Constitution. Nous, notre tradition constitutionnelle, c'est pour ça qu'il faut qu'on revienne à nos fondamentaux. Notre tradition constitutionnelle est que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. La loi dite Bakajika. Oui. Et ils ont enlevé, ils ont dit, l'État exerce sa souveraineté sur son sol. À bout des territoires occupés de l'Est, nous n'avons plus la souveraineté là-dessus. Donc, dans leur logique, ces territoires-là appartiennent maintenant au M23. Merci. Alors qu'il faut parler de la propriété. Merci beaucoup. Maintenant, j'en finis. Parce non, que vous devez... La parole doit tourner. je clôture, oui. comme ça, elle va répondre. Oui. On est fini le raisonnement. Maintenant, vous avez d'autres gens qui vous arrivent. Ils vous disent, prenez que cette disposition-là de l'article 217 qui dit que l'État congolais peut céder sa souveraineté, c'était des dispositions qui étaient même dans les constitutions de tout le temps. Et comme maintenant, tout le monde veut faire porter à M. Etienne Tshisekedi les chapeaux. Donc, sauf que l'article 217 qui dit qu'on peut céder notre souveraineté pour besoin de paix n'était pas combiné, parce qu'il faut une lecture isolée, n'était pas combiné avec l'article 9. Oui. Donc, aujourd'hui, l'article, hier, on disait que le sous-sol appartient à l'État. De sorte que l'article 210 avait son sens en termes de souveraineté, on parlait de coopération communautaire. Et donc, aujourd'hui, on ne pouvait pas, hier, on ne pouvait pas combiner l'article 217 avec l'article 3. Mais aujourd'hui, le terme souveraineté a une confusion à l'article 217 et à l'article 9. Vous comprenez maintenant que quand on prend les territoires, on va dire, nous serons chez nous. Et Sarkozy vient vous dire, partagez-vous les territoires, il est grand. Vous l'avez dit. Et les gens prennent les armes. Voilà pourquoi, chers confrères, nous vous disons, sortez de cette histoire des chiffons mal rédigés. Merci beaucoup, Maître Oscar. Je vous retire la parole. Je la remets à votre contradicteur. J'avais fini. Je la remets à votre contradicteur. 10 minutes. Il y a eu beaucoup de choses qui sont dites sur ce plateau. Qu'il en a pris plus de 10. Oui, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites sur ce plateau. Je n'aimerais pas vous encombrer. Je poserai la dernière question et vous aurez chacun un tour de parole pour finir. Mais rencontrez votre contradicteur par rapport aux éléments qu'il a évoqués qui justifieraient aujourd'hui le changement de cette constitution. Bien. Le confrère est dans une confusion et c'est ce qui justifie les hérésies qui viennent de sortir. Il confond système politique et ordre politique. L'ordre politique, nous étions sous la colonisation. C'est un ordre politique. Nous prenons l'indépendance. Nous récupérons notre souveraineté. Nous exerçons une démocratie institutionnelle. C'est un ordre politique. Mobutu fait son coup d'État. Il instaure sa dictature. C'est un ordre politique. Mzee vient faire le putsch. Il dégomme Mobutu. C'est un ordre politique. Mzee est assassiné. Porteur de cet ordre politique. Le pays glisse dans une transition avant de revenir dans l'ordre politique, démocratique, institutionnel, en 2005 avec la Constitution. Ça, c'est une confusion qu'il a faite et je comprends pourquoi il s'est égaré. Alors, il a encore une confusion lorsqu'il parle de propriété et de souveraineté. Le terme souveraineté exprime au mieux la force de l'État, exprime au mieux les prérogatives de l'État. L'État exerce sa souveraineté, sa plénitude décisionnelle. C'est ce que ça veut dire, souveraineté. Il ne faut pas réduire la souveraineté sur une question de sol. Non. C'est la plénitude décisionnelle, c'est ça la souveraineté. Et je comprends pourquoi il fait mention de l'article 217, parce qu'il réduit la souveraineté à une question de sol. Mais parlons de l'article 217. Vous savez que Félix Tshisekedi en a fait usage.
en allant signer dans l'EAC, en faisant venir les troupes de l'EAC, de la SADC et ceux qui font la patrouille mixte sur nos frontières. C'est l'article 217 qu'il a utilisé. Il a cédé une partie de notre souveraineté. Donc il ne peut pas, lui, pyromane, crier au feu. Alors, il parle du programme du gouvernement. La Constitution dit que le programme émane du gouvernement en concertation avec les présidents. Et s'il n'y a pas concertation, cher maître, le droit constitutionnel est éminemment politique. Lorsque le président de la République a la majorité parlementaire, cette concertation est garantie. Vous ne pouvez pas poser cette question. Et lorsque le président de la République n'a pas la majorité parlementaire, il y a la cohabitation. Vous êtes censé le savoir. Donc la question ne peut pas se poser. Il dit, un peu en ironisant, moi, avocat de mon État, si j'ai faim, je dirais que c'est la faute de Félix. Je vais vous surprendre. Quand j'ai faim, c'est la faute de Félix Tshisekedi. Ah bon? Vous savez pourquoi? Vous pensez que c'est la faute de Félix? Vous savez pourquoi? Je le regarde dans les yeux et je lui dis, vous savez pourquoi? Parce que la Constitution dit que M. Félix Tshisekedi, président de la République, est garant du bon fonctionnement des institutions. OK? Et donc, étant garant du bon fonctionnement des institutions, et qu'il y a des institutions qui sont censées me nourrir, si ces institutions faillissent à leur devoir, la responsabilité incombe à Félix Tshisekedi. OK? Maintenant, je vais me répéter. Pourquoi il ne faut pas changer de constitution? Premièrement, parce que une constitution n'est pas une chemise. Monsieur Félix Tshisekedi l'a dit à Kisangani. Il veut changer une constitution pour que cette constitution demeure aussi longtemps que le pays demeurera. Parce qu'en fait, dans sa tête, il sait très bien qu'une constitution n'est pas changeable comme on veut. Non, mais c'est pas ce qu'a dit votre contradicteur tout à l'heure. Hein. Votre contradicteur a dit... Lui il est venu pour ascenser Félix. Non, il a même combattu votre argumentaire où vous parliez de démarche suicidaire. Il estime que... il a même abondé dans mon sens. Pour dire que la Constitution ne prévoit pas son changement. Et moi, je dis que justement, la Constitution n'étant suicidaire ne peut pas prévoir son changement. Le changement n'arrive que lorsqu'il y a un nouvel ordre politique qui s'établit. Et j'en ai fait la démonstration sur l'histoire politique du Congo. Mais il s'agit aujourd'hui de l'ordre politique de l'AFDEL. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Parce que tu sais qu'il il faut changer l'ordre politique de l'AFDEL qui a réuni les belligérants dans votre parti politique. Vous ne faites pas mention de ça. Le confrère est dans une confusion, mais profonde. Je viens de lui faire ici l'éclairage. Il confond système politique et ordre politique. J'ai énuméré les ordres politiques. Lui parle du système politique de l'AFDL. Mais là où je suis un peu triste, il a quand même attristé mon âme. Il dit que nous sommes sous le système politique de l'AFDL et que la Constitution est la Constitution de l'AFDL. Mais Félix Tshisekedi a prêté serment 2 fois sur cette Constitution et a juré de la respecter. Quelque part, vous manquerez de respect à celui que vous défendez. Lui qui a prêté serment devant Dieu et devant la nation sur cette constitution que vous vous taxez de chiffon. Et il a juré de la respecter par 2 fois. Janvier 2019, janvier 2024. Donc si vous ne respectez pas la constitution parce qu'elle n'est pas humaine, parce qu'elle ne peut pas vous donner un poste, respectez au moins celui qui a prêté serment sur cette constitution et qui a juré de la respecter. Lorsqu'on parle de la constitution, il faut un minimum de sérieux, monsieur. On ne peut pas changer de constitution parce que l'ordre politique n'a pas changé. À moins que Félix ait le courage de dire à la nation qu'il veut instaurer une dictature et là, il ferait un coup d'État institutionnel. Mais là, il rencontrera le peuple, il saura que le peuple est plus puissant que lui. Maintenant, la révision constitutionnelle. Puisque lorsqu'on suit le discours de M. Félix Tshisekedi à Kisangani, on sent aussi une petite confusion. Quand je dis petite confusion, je suis gentil. On sent vraiment une confusion. Allez, il parle de montrer cette confusion. C'est factuel. Vous pouvez revoir le discours, vous comprendrez. Il parle de certaines dispositions constitutionnelles qui, d'après lui, sont faibles et qui affaiblissent la Constitution.
mais il parle de la possibilité de changer la Constitution. Notre Constitution a 229 dispositions. L'envol a suggéré la révision de 34. À peu près 12%, 13%. D'accord. La Constitution elle-même prévoit une révision à 99%. Parce que toutes les dispositions sont révisables, sauf l'article 220. L'article 220. Intangible. Voilà. Donc, techniquement, on pourrait faire l'exercice de réviser chaque article, sauf l'article 220. Parce que la révision, elle est constitutionnelle. Mais ce n'est pas parce que le travail de révision de 99% de la Constitution serait laborieux pour certains cerveaux qu'il faudrait aller vers le changement de la Constitution qui n'est pas constitutionnelle. La seule raison, et ça j'aimerais que nos compatriotes puissent suivre avec beaucoup d'attention, la seule raison pour laquelle M. Félix Tshisekedi et tous ses adeptes veulent d'un changement de constitution, c'est pour contourner l'article 220 qui, lui, n'est pas révisable. Bon, là, c'est un procès d'intention. Ce n'est pas un procès d'intention. Il n'a pas besoin de le dire, parce qu'il n'aura pas forcément cette énergie pour le dire. Une commission sera mise en place d'ici l'année prochaine. C'est ça, justement. D'ici l'année prochaine. La commission est mise pour un changement de constitution. Vous pourriez faire partie de cette commission? Non, ça et mettre vos points de vue. Non, ça ne nous intéresse pas parce que déjà la démarche, elle est biaisée. Vous savez, en 1964, le président Kasavubu a mis en place une commission dirigée par M. Iléo Songwamba. Le secrétaire était M. Marcel Liaou pour confectionner la constitution dite de Louloabour. On ne peut pas mettre une commission en place pour réviser la constitution. Ce serait violer la constitution en le faisant. Donc il ne faudrait pas qu'ils insultent l'intelligence des Congolais. Pour la réviser ou pour la changer? On ne peut mettre en place une commission que pour changer la constitution. Donc il ne peut pas nous dire, lui, qu'il a parlé à Kisangani, soit pour la révision. Non, il veut le changement. Et c'est pour ça qu'il veut mettre en place une commission. On ne peut pas mettre en place une commission pour réviser. Parce que les modes de révision sont constitutionnels et sont prévus. Dès lors qu'il émet le souhait de mettre en place une commission, c'est parce qu'il veut changer la Constitution. Et la seule raison pour changer la Constitution, c'est déverrouiller l'article 220 parce que l'ordre politique n'a pas du tout changé. Merci beaucoup. Alors, vous êtes à temps égal de parole. On va vraiment chuter. Vous aurez 2 minutes pour clôturer les débats. C'est un débat intéressant. On aura peut-être d'autres rendez-vous pour pouvoir étendre la réflexion autour de ces sujets qu'on ne pourrait pas épuiser en 50 minutes. Mais une question aujourd'hui se pose, parce qu'il y a eu une tentative comme ça, je voudrais ça vous mettre Oscar Bouyaï, en 2015, où sous le régime Kabila, il y a eu de manœuvres pour essayer de modifier la Constitution et inclure le référendum comme une obligation pour la tenue des élections. Il y a eu des morts. L'Église catholique s'y est opposée. Et jusqu'à aujourd'hui, des familles continuent à pleurer leurs enfants. Ma question s'est focalisée aujourd'hui autour de cette démarche. Et je me questionne sur la cohésion nationale après cette démarche. Parce que nous sommes dans un contexte où la République démocratique du Congo est en guerre, fait face à une agression. Nous avons besoin de fédérer les fils et filles du pays pour vaincre cette agression. Vous ne pensez pas aujourd'hui, politiquement, je ne sais pas moi, ou je ne sais pas quelle expression je vais utiliser, que cette démarche pourrait porter un coup sur la cohésion nationale? Parce qu'aujourd'hui, Katumbi s'y oppose, Sessanga avec son envol s'y oppose, Fayoulou s'y oppose, et même l'Église catholique s'y oppose. Si le président de la République fait aujourd'hui un forcing, vous ne craignez pas que l'on puisse aujourd'hui avoir d'autres Thérèse Kapangala, d'autres Rossi Mukendi? Vous allez répondre à ma question, elle est longue, je sais, mais vous en avez saisi la quintessence. Et ça sera votre mot pour finir ce numéro de débat contradictoire. Vous allez me laisser mes 2 minutes. Oui, 2 minutes. Sans interruption, oui. J'espère que vous allez me laisser mes 2 minutes. Oui. Et en répondant directement à votre question, il n'y aura plus de Rossi, il n'y aura plus de Thérèse Kapangala, simplement parce que nous avons connu l'alternance et que la nation a repris sa souveraineté. Et maintenant, l'ordre afdélien avec leurs enfants que vous m'avez cités, qui ont occasionné des faux pénaltys, et les gens nourris aux mamelles du Rwanda, ce sont ceux-là
nous voulons finir totalement avec eux. Et donc notre peuple est mûr pour savoir que ce que nous faisons là est bon, changer la Constitution. Oui. Très bien. Une fois qu'on a dit ça, bon voilà, les confrères aiment bien les mots qui me choquent un peu. Ils aiment bien dire que bassesse, ainsi de suite. Bon, très bien. Moi, je préfère être superficiel dans ma profondeur. Et ça, je vous renvoie à des grands philosophes. Alors, maintenant, ce qui m'étonne, c'est que, d'abord, le confrère ne m'a pas répondu. Quand il dit pourquoi changer, j'ai dit on change parce que nous voulons quitter un ordre ancien à un ordre nouveau. L'ordre ancien, c'est l'ordre d'Afdel, donc du Rwanda-Ouganda qui continue. Vous confondez l'ordre des systèmes politiques. Il a fait mention de ça tout à l'heure. Maintenant, vous pouvez le rencontrer. Ben, je le rencontre, c'est pour ça que je suis en train de le rencontrer mot à mot. Oui. Alors, si confusion il y a, je crois que cette confusion, tout au long de l'émission, il n'a qu'à entretenu de confusion. Mais je suis heureux parce qu'il est à côté de Sesanga va lui dire non, 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 vous vous êtes trompé scientifiquement, ce n'est pas ça. Un ordre, chaque ordre met un système politique. Quand vous avez l'ordre colonial, vous avez un système colonial. Quand vous avez l'ordre qui arrive, comme l'ordre de l'AFDEL, il met son système politique. Quel était le système politique autrefois? Nous avions des ministres qui étaient venus de Rwanda là-bas, qu'on a chassés aujourd'hui, parce que dans leur fameuse constitution, ils ont dit qu'il faut tenir compte de la minorité, comme si les Banyamulenge étaient la seule minorité, alors que nous avons 450 tribus. Vous avez vu que l'ordre politique et le système politique s'associent. Et donc, autrement dit, l'ordre politique, c'est quoi? C'est quand vous changez, les nouveaux chefs arrivent. Ces nouveaux chefs-là vont mettre, c'est un ordre politique. Et il va mettre la règle. Maintenant, voyez-vous, avec cette constitution, ils ont dit que nous devons tirer l'expérience du passé pour mettre fin à la crise de légitimité. C'est pour ça qu'il fallait créer un nouvel ordre. Je lui pose la question quand il aura à prendre parole. Est-ce qu'aujourd'hui, on a mis fin à la crise de légitimité? Les Katumbi, de Fayoul, de Sesanga contestent la légitimité. Ce qu'ils voulaient mettre fin à la légitimité, c'est que l'objectif de cette constitution. Une fois que l'on a dit ça, vous avez compris que je ne fais pas la confusion, je ne fais pas l'académique. J'allais lui démontrer que l'ordre et le système politique sont intimement liés. Oui, et c'est l'ordre politique qui met le système. Maintenant, confusion rapide et combalée. Déjà, chers confrères, vous dites que la Bible n'a pas... Non, non, nous sommes un État laïque, nous n'avons rien à voir avec la Bible. Si vous croyez à la Bible, ne venez pas le dire sur les plateaux. La Bible n'a vraiment rien à voir avec le Congo. C'est pour ça que nous sommes un État laïque. Oui, une minute. Deux. Le temps si nous a laissez, oui, le temps nous a parti. J'ai 20 minutes. Exactement. Si vous me le coupez, non, allez-y. Là, vous me donnez mes 2-3 secondes. Je vous rappelle. Ça, c'est ce qu'il a dit. Oui. Nous sommes un État laïque. Coran, Bible, ça n'a rien à voir. Pourquoi vous n'avez pas cité la croyance de Simon Kemba? Ne venez pas avec des croyances religieuses en matière constitutionnelle. C'est pour ça qu'on est un État laïque. Donc, vous-même, déjà, vous avez violé la Constitution qui dit que nous sommes un État laïque. En voulant être cher à la Constitution, en disant que Tshisekedi viole, vous-même, vous violez ça dans mes yeux, sur les plateaux. Et vous me parlez de Bible. Bon, ça c'est un. 2. Lisez l'article 68. Les institutions de la République sont les présidents de la République, le Parlement, le gouvernement et les cours et tribunaux. C'est ça les institutions dont Tshisekedi est garant. Mais les institutions provinciales, c'est la décentralisation. Tshisekedi n'est pas garant des provinces dans son fonctionnement. C'est pour ça qu'on parle de l'autonomie, cher monsieur. C'est ça la décentralisation. Et votre fameuse constitution, comme une... Vraiment, bon, je ne vais pas utiliser le gros mot. On admet qu'alors que nous sommes dans la décentralisation, on admet que le président de la République révoque un gouverneur. Ce n'est pas possible. Parce qu'un gouverneur est élu par le peuple et ne peut pas être révoqué par un individu. Vous comprenez vos confusions totales. Donc, une fois qu'on a dit ça... Alors, pour chuter, oui. Vous voyez que j'étais en train de chuter. Exactement. Et vous me bloquez encore. Non. Allez-y. Allez-y. Alors, oui. Je voudrais qu'en prenant parole, que les confrères nous répondent. Quand est-ce qu'on répondra au testament de notre père de l'indépendance et qu'est-ce qu'il dira à son fils quand il lui posera « Papa, mais quand est-ce qu'on va écrire notre histoire sur notre territoire » Quand il nous dit que ça a été écrit à Kisangani, et lui-même dit où c'est écrit
qui nous prouve, lui qui prend la parole, où on dit que Kisangani est cité dans la Constitution. Au moins Sand City est cité. Et eux, comme ils adorent Sand City, les enfants du Rwanda, vous savez qu'avant les élections présidentielles, ils s'y sont retrouvés, soi-disant pour aller réconcilier l'opposition et sortir un candidat. Pourquoi toujours les choix de Sand City? Pourquoi ils ne sont pas allés ailleurs? Vous comprenez qu'ils répondent à ça. Et là-bas, ils ont échoué de se mettre d'accord là où ils étaient à 5. Comment ils vont? Ils n'ont pas de militants. Comment ils vont envoyer des gens dans la rue? Merci beaucoup. Donc, vous comprenez que je finissais en disant qu'ils me répondent. Une constitution, on la change quand on change l'ordre politique. Donc, quand on change un régime, on change aussi la constitution. Les régimes semi-présidentiels, appelez-le comme ça, semi-parlementaires, appelez-le comme ça, ces régimes-là, 18 ans après, a entraîné des conflits qu'on a connus, FCCH. Et je lui ai dit... Là, vous relancez les débats. On était en train de chuter. J'en ai fini pour qu'il réponde bien. Et je lui ai dit, il dit quand il y a homogénéité des majorités, il n'y a pas conflit. Mais si maintenant, eux qui n'aiment pas Tshisekedi, à moins qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas gagner un jour les élections, si eux, maintenant, l'opposition gagne les élections, il y aura la cohabitation. Et en cohabitation, la France, ça ne marche pas. Qu'ils me disent comment en cohabitation, on aura à définir une politique en concertation. Et qu'ils me répondent, qu'en est-il si cette concertation échoue? Merci. Tout, c'est ça, la maladie congénitale. C'est en cela que le chef de l'État dit qu'on prend beaucoup de temps avant de former le gouvernement. Pourquoi? Parce qu'on est obligé d'aller chercher la coalition. Merci beaucoup. La coalition, ça ne tient pas en Afrique. Un président qui règne sans gouverner, ça ne tient pas en Afrique. Merci beaucoup, Maître Oscar. Voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. Vous avez... Si vous répondez à ça, merci même beaucoup. 1000 ans, merci allez beaucoup. Chercher, merci beaucoup, Maître Oscar. Merci beaucoup, Maître Oscar. Maître Nicolas Lenga, c'est à moi de poser une question. Hein. On n'a plus beaucoup de temps de parole. Les questions de Maître Oscar pourront faire objet d'un autre débat, si vous en êtes disponible. Mais je voudrais que vous puissiez chuter en répondant à ma question. C'était celle de savoir... quid de la cohésion nationale par rapport à cette démarche? Et s'il ne doit pas y avoir changement aujourd'hui, quelle est votre proposition? Et vous avez simplement 2 minutes pour chuter. Il en a pris 4. Non, mais bon, le temps nous impartit touche à sa fin, malheureusement. La justice et l'équité, c'est aussi le temps de parole. Bon, d'accord, vous en aurez 4 comme lui. Comme merci, ça, on est juste... Merci. On est juste... Vous voyez, je rigole parce que le confrère... A... Non, mais ne m'interrompez pas. Non, vous l'avez interrogé. J'ai dit que c'était à moi qui revenait de poser les questions. Il n'est pas obligé de répondre à votre question. Je n'ai pas besoin de l'interroger. Mais il peut réagir par rapport à votre argumentaire de tout à l'heure. Oui. Je n'ai pas besoin de l'interroger. Vous voyez, je souris parce que le confrère a sué. Ce qui se conçoit bien s'énonce bien. Et les mots pour l'expliquer sortent aisément. Lorsqu'on transpire, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à sortir ce que l'on pense. Arrêtez de m'interrompre. Oui, laissez-le chuter. Je vous protège. C'est discourtois. Maître Oscar, laissez votre contradicteur chuter. J'aimerais qu'on puisse garder cet esprit républicain. Merci. Oui, j'aimerais qu'on puisse garder cet esprit républicain. Il n'a que 4 minutes pour chuter. Pourquoi vous vous agitez? Allez-y. Non, il ne faudrait pas rentrer dans le jeu de Maître Oscar. Hein. C'est pour vous déstabiliser. Monsieur Félix est garant du bon fonctionnement des institutions. Il en a cité 4. Je prends une institution. Le gouvernement. Vous semblez ne pas savoir que les assemblées provinciales dépendent du gouvernement. Le ministre de l'Intérieur, monsieur, a la tutelle politique des assemblées provinciales. Allez vérifier, lisez et vous comprendrez. Ne venez pas avec un débat, c'est dans les faits. On n'a pas à discuter sur ça. Dans les textes. Ne m'interrompez pas. S'il vous plaît, Maître Oscar. Non, c'est malsain. Non, Maître Daniel, vous pouvez chuter. Hein. Oui, non, j'ai mes 4 minutes qu'il ne m'interrompt pas. Vous en avez épuisé déjà 1 minute 30 secondes. Donc, les assemblées provinciales dépendent du ministère de l'Intérieur, donc du gouvernement. Et si le gouvernement faillit, c'est-à-dire que le président faillit parce qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Ça, il faut retenir. La confusion persiste parce qu'ils pensent qu'un système politique est l'ordre politique. L'ordre politique est établi et j'ai énuméré les ordres politiques. Lorsque nous sommes dans la démocratie institutionnelle, les régimes vont se succéder parce qu'il y aura élection. Mais chaque régime peut venir avec un système politique. Mais l'ordre politique, lui, il reste. Et c'est comme ça qu'aux États-Unis, la Constitution date de 1987. En France, de 1958. On ne change pas une constitution comme si on changeait sa chemise.
Je finis ici en 20 secondes. Oui, terminé. Et ce message, je l'adresse à M. Félix Tshisekedi. En 2028, vous déposez le tablier, vous allez au musée des anciens chefs d'État, rejoindre votre collègue Joseph Kabila et que la nation continue. Nous ne tolérerons pas. La nation ne permettra pas un bond en arrière, un recul. Beaucoup de sang a coulé dans ce pays. Avec l'UDPS, nous avons marché contre Kabila pour ne pas changer de constitution et pour ne pas la violer. Ce n'est pas à ce régime qu'on laissera faire. 2028, on va aux élections. C'est le dernier mandat, le tout dernier mandat de M. Félix Tshisekedi. Après quoi, il sera ancien président. Merci beaucoup. Comme Joseph Kabila. Merci, merci madame, messieurs. Les sujets étaient tellement intéressants qu'il a été difficile pour nous de pouvoir le puiser en 50 minutes. On a d'ailleurs débordé notre temps habituel. On est à 1 heure. Vous allez nous excuser pour ça. Alors, nous avons parlé de la révision ou le changement de la Constitution en RDC, la nécessité, l'opportunité ou simplement une opportunité politique. Alors, mes deux invités ont essayé de réfléchir sur ça. Je sais que nous n'avons pas pu épuiser ce sujet. Nous espérons très prochainement, alors très prochainement selon leurs agendas, pouvoir revenir et poursuivre ces débats citoyens en vue de vous apporter l'éclairage nécessaire autour de ce débat. Alors je veux dire merci à Maître Oscar Mobiayi. Vous êtes avocat au barreau de Lille, vous étiez notre invité. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Je vous remercie pour votre invitation. Alors, merci également à Maître Nicolas Daniel Lenga, vous êtes cadre d'envol. C'est moi qui vous remercie. Vous avez accepté notre invitation. Merci beaucoup. Et merci à vous qui avez pris votre temps pour nous suivre de partout où vous nous suivez. Restez branchés au programme de Congo 26 Télévision. Nous allons vous retrouver très prochainement. Et ça sera certainement avec le même plaisir.